Vanek de chez ADO. Je suis chez ADO depuis maintenant 2 ans. Je suis Digital Product Leader sur quelques produits. J'ai 8-9 produits qui concernent pour certains toutes les BU du groupe ADO et beaucoup d'utilisateurs parce que certains de ces produits dont on va parler sont globaux et donc utilisables par tout collaborateur ADO. Donc on parle aujourd'hui de 170 000 collaborateurs. Et on viendra échanger un peu de ces produits par la suite. Donc nous aujourd'hui on va parler d'une application qui s'appelle Tangram. Tangram est en fait un référentiel des produits digitaux qui sont utilisés dans la société. Le but étant justement de référencer tout ce patrimoine et de pouvoir le montrer à toutes les BU de notre groupe. L'objectif principal est forcément de faire de la réutilisation de ce qui existe déjà. Et plutôt que dans chaque BU, aller créer de nouveaux produits, de nouveaux systèmes qui finalement répondent aux mêmes besoins métiers, c'est de pouvoir se le partager, de pouvoir le montrer à tous et finalement éviter cette recréation de produits, être vraiment dans la réutilisabilité et du coup partager aussi beaucoup d'informations sur ce qui est fait au travers de différentes sociétés. Projet qui a été lancé il y a un peu moins de 4 ans. Le but a été justement de récupérer toute la donnée utilisée aujourd'hui dans nos différentes BU. Jusque-là, ça s'est très bien passé. On a laissé le champ libre à chacun de pouvoir renseigner les produits utilisés dans la BU. S'il y avait des digital product leaders comme moi qui créaient de nouveaux produits, de pouvoir les renseigner, le partager à tous, devoir donner des informations, des équipes en charge, des liens, des roadmaps et ainsi de suite. Et au fil du temps, on s'est également rendu compte que insérer de la donnée, c'était bien. La maintenir, c'était aussi autre chose. Créer un patrimoine digital, c'était une chose, mais le tenir à jour et donner des informations fiables à tous, sur lesquelles on pouvait être sûr finalement de truster cette information, ça a été autre chose. Et avec la dérive un peu du produit, on a été obligé de mettre une task force de qualité de data en place pour pouvoir revenir un peu sur tout ce qui avait été créé, vérifier la donnée, pouvoir la matérialiser, la nommer, pouvoir mettre de la sémantique sur la donnée qu'on utilisait pour le partager, c'était aussi très important. Et donc, on a travaillé sur cette qualité de données avec une task force et des personnes de chez Synesis. Et je tiens à remercier, du coup, j'en profite, Anaïs, Valentin et Caroline, qui ont travaillé un peu plus de 3 mois avec nous sur cette task force pour remettre au carré la donnée et travailler sur le long terme, justement, sur cette acculturation dans notre produit. Le but, c'était de pouvoir donner cet outil à la base, donc je parle de Tangram, à ses sponsors, à ses responsables, pour se dire qu'est-ce qui existe dans le périmètre métier et comment je peux utiliser tout ce qui existe pour créer mon système d'information qui est correct et qui est cohérent avec la société. Donc eux, ça a vraiment été la première cible. Parce que le but, c'est de prendre des décisions sur les outils qui vont être à utiliser plus tard dans la société. Première cible. La deuxième, finalement, c'est les responsables produits. C'est-à-dire les digital product leaders, les business product leaders qui sont en charge du produit aujourd'hui. C'est eux qui maintiennent l'information, c'est eux qui la mettent à jour dans l'outil, qui proposent les liens, les descriptions, les nouvelles features, les roadmaps, les versions, les BU utilisatrices. Finalement, c'est eux les garants de la qualité. Donc, c'était vraiment un de nos personas clés. Et enfin, finalement, le dernier, c'était nous, en tant qu'équipe produit. On est aussi un persona, c'est à quoi on voulait répondre finalement aussi quand on allait mettre ces dashboards de qualité et cette task force. C'était se dire, on répond aussi à nous et à un besoin qu'on a aujourd'hui. Pour ce faire, étant donné qu'on est aussi le patrimoine des produits digitaux, on a la totalité des informations sur qui est garant des données. Et la première étape aussi, ça a été de vérifier à qui on allait parler. Et j'entends par là faire des messages et de la communication pour aller poser des questions à nos sponsors et à nos personas. Il fallait vérifier si l'information était encore bonne finalement de ce qu'on avait chez nous. Donc, la première étape, ça a été tout simplement déjà de faire des mails ou même un chatbot qui permettait d'aller voir les gens et de leur dire directement « Tu es censé être responsable de cette application, est-ce que c'est encore vrai ?» Dans notre démarche de qualité, c'est ce qu'on allait mettre à jour. Donc, on a commencé par cette étape pour être sûr de l'auditoire à qui on allait parler et de vérifier cette data. En parallèle avec une identification des data owners, peut-être vous les appelez comme ça Pour la partie référencement des fiches produits, oui, c'est les data owners, forcément. Et après, pour la partie sponsor, c'était vraiment les responsables de notre organisation.
peu différent parce qu'on parlait à plusieurs types de personnes. Donc finalement, je dirais que le premier objectif, déjà, c'était de donner de l'information aux responsables produits, leur expliquer pourquoi, leur donner du sens et leur montrer leur data. Avoir une page produit et avoir un dashboard de visualisation de ce qu'est la data, est-ce qu'elle semble correcte, pourquoi elle semble ne pas l'être, et pouvoir justement acculturer à mettre à jour la donnée pour pouvoir, dans un deuxième temps, donner les mains à nos décideurs, à nos sponsors, à nos responsables, de justement pouvoir construire le meilleur système d'information possible. Du coup, si on ne met pas à jour, en tant que responsable d'application, cette donnée, nos décideurs, ils se retrouvent avec assez peu d'informations, pas assez complètes, pas pertinentes. Du coup, ils ne peuvent pas réellement utiliser ça. Et du coup, la mise en place de ce dashboard a permis, d'une part, pour nos product leaders, de pouvoir s'animer dessus, de regarder avec les équipes produits ce qui était fait, ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait améliorer. Et d'autre part, ça permettait aussi pour nos responsables, nos plateformes leaders ou domaine leaders, d'aller animer leurs équipes sur cette qualité de données. De pouvoir dire, ah bah tiens, aujourd'hui, notre domaine, la qualité sur nos produits, c'est pas ça. Il faudrait qu'on l'augmente. Alors que tel domaine à côté le fait très bien. On dirait qu'elle le fait très bien d'après les dashboards. Pouvoir aller communiquer avec ces personnes, aller les voir, échanger. Qu'est-ce que vous faites finalement, vous, dans votre domaine, en termes de qualité de data qu'on pourrait réutiliser? Donc ça a été aussi une étape. Et enfin, la dernière, c'est également pour nos consommateurs de données. Parce que on a aussi des consommateurs techniques. Tangram est devenu un référentiel des produits digitaux. Et à titre de référentiel, il est utilisé par de nombreux consommateurs, plus d'une centaine aujourd'hui, qui sont parfois très techniques, parfois pour un système de facturation, parfois pour un système d'accès à des environnements techniques, type GCP ou autre. Il y a des liens qui sont faits entre tous ces assets et des produits digitaux. Et si on veut que tous nos consommateurs nous utilisent en tant que référentiel, on se doit d'avoir une qualité de données au top. Et donc, du coup, ce dashboard, c'est aussi pour eux, pour aller regarder finalement, quand je vais me connecter à telle application, est-ce que je suis en droit de me dire, c'est bon, je peux y aller les yeux fermés, c'est OK? Ou alors est-ce qu'au contraire, il faut que je continue à travailler aussi avec nos responsables produits pour se dire, augmentons la qualité, ce qui nous permettra d'être encore plus safe sur toute la chaîne d'utilisation de la donnée. Là, on voit qu'on a finalement deux gros personnages, ceux qui sont responsables de l'application des données, qui ont volonté de l'améliorer en comparaison avec leurs homologues. Et donc, du coup, il y a de l'auto-animation ou peut-être une compétition, je ne sais pas. Et après avoir, ça peut être une méthode d'animation. On a essayé de mettre en place un peu un système de gamification qui permettait justement de dire, sans aller se challenger, se taquiner, mais justement pouvoir identifier, on va dire, les tops ou les flops, qui permet, au-delà du système de gamification et de compétition, mais vraiment d'aller échanger avec les meilleures pratiques et s'animer autour de ça. Voilà, c'est pas que le côté mauvais, hein. On peut dire, non, le premier de la classe, on peut aller voir comment il travaille pour s'inspirer de ses méthodes. Et voilà, on peut dire ça comme ça. C'est très bien. Merci Maxime. Je pense que déjà, c'est une sensibilisation à cette donnée. C'était très important et donner du sens à l'utilisation de la donnée. Voilà, dire à quelqu'un, finalement, mets à jour ta donnée pour qu'elle soit de qualité. Ok, mais pourquoi? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire une donnée de qualité? Donc, ça a été donner du sens, donner des explications finalement sur les données qu'on utilise. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas de qualité? Pouvoir acculturer les gens à mettre à jour cette donnée. Encore une fois, je le disais, le faire de façon initiale et mettre une donnée, c'est bien. La mettre à jour et continuer à la faire vivre, c'est encore mieux. Voilà, ça c'était la première partie. La deuxième, ça a été également, ça nous a permis également de détecter des besoins pour nos outils. C'est-à-dire que finalement, si on a de la mauvaise qualité à un endroit, il y a peut-être une raison aussi. C'est peut-être pas juste parce que les gens ne savent pas la mettre à jour ou ne savent pas quelles données mettre. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où mettre une information qui leur paraît importante. Et donc, ça a été de recenser finalement des besoins à mettre en place et des nouvelles features à mettre en place sur nos outils pour pouvoir répondre à ces besoins. Cette mauvaise qualité, finalement, il y avait des besoins sous-jacents et c'était important de pouvoir y répondre. Alors, on est parti sur des éléments assez simples. Alors déjà, au début, forcément, on a extrait les données, on
On les a mis du coup dans des datasets GCP pour pouvoir faire également une historisation de la donnée et finalement être en capacité de voir comment évolue la qualité de la donnée. Pas prendre à chaque fois une visualisation à un instant T, mais voir justement l'évolution de cette qualité. On a fait ensuite quelques maquettes suivant les différents personas, quelles étaient les informations qui étaient pour nous les plus intéressantes à mettre en avant. Et on a fait une première sortie de ce dashboard qui a été essayé, utilisé, pour lesquels on a eu des retours également, des dysfonctionnements, mais ça arrive à chaque fois. Et finalement, on l'a fait évoluer sous plusieurs aspects, en rajoutant encore un peu plus de sens et de compréhension sur chaque élément de la data. Et également, finalement, on a des intervenants, certains consommateurs qu'on n'imaginait pas forcément, qui sont venus nous voir en disant aussi, c'est top, est-ce que vous pouvez rajouter cette information-là? Est-ce qu'on peut s'animer sur cette qualité de données-là en plus? Alors que c'était pas forcément le cas. On a notamment des cybersecurity leaders qui nous ont dit, top, mais nous, nos informations de sécurité liées au produit, on voudrait que la qualité, elle soit au top. On voudrait, mettez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'ajouter dans le dashboard en tant qu'élément mandatory, finalement, à devoir mettre à jour? Et donc, on a fait à la fois évoluer nos dashboards et on a également fait évoluer nos règles de gestion de qualité. Grâce à cette visualisation et ces premiers dashboards qu'on a pu implémenter au fur et à mesure des nouvelles règles, des nouveaux visuels, des nouvelles pages de dashboard. Et c'est loin d'être terminé, hein. Encore une fois, c'est un travail qui va s'effectuer sur du long terme. Tant qu'on aura ce référentiel, on continuera à travailler sur la qualité de la donnée et on fera évoluer nos différentes règles suivant nos data. Quand il y a d'autres entités qui détectent ce besoin et qui demandent de l'ajouter et dans l'appli et dans le dashboard. Tout à fait, ouais. C'est aussi une grande réussite quand on se dit que finalement ça commence à être lu, ça commence à être utilisé, mais ça fait aussi partie finalement d'un accompagnement des personnes et d'une grande communication aussi. Ça fait énormément d'ateliers, de en présence pour acculturer justement les gens, leur expliquer pourquoi on faisait ça. C'est aussi assez chronophage de le faire, mais finalement, quand on voit derrière ce que ça apporte, on se dit que ça vaut vraiment le coup de travailler avec les personnes pour leur expliquer la démarche qu'on est en train de faire. Ouais, tu as raison de le souligner parce que c'est souvent une question ou une crainte qu'on a quand on développe ce genre de choses en disant mais comment je vais être perçu par mes utilisateurs, par ceux que je vais communiquer. Est-ce que mon rapport va être lu? Est-ce que je vais avoir les actions? Alors, cette démarche permet de le cibler. Maintenant, effectivement, en faisant des premières démos, en incluant directement au plus proche, comme l'a fait Hugues aussi, quand on peut toucher directement ces utilisateurs, aller les voir, là, on a plus de chances de répondre à leurs besoins et derrière, ils se sentent plus impliqués. Et derrière, on a plus de chances de gagner, effectivement. Et encore une fois, faut essayer de le faire. En tout cas, nous, on a essayé de le faire de la façon la plus agile possible, en faisant justement du test and learn. Voyons la première version. On vous met ça à disposition, on vous expose la donnée. De quoi vous avez besoin en plus? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Est-ce que c'est pas très pratique? Évoluer au fur et à mesure. Et quand on a